Bienvenue, frères d'armes. Soyez les bienvenus sur Stratégos, la chaîne où nous explorons les stratèges qui ont dominé le champ de bataille, et bien au-delà. Aujourd'hui, nous voguons sur les mers de l'histoire pour parler d'Eric Raeder, le grand amiral qui dirigea la Kriegsmarine pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa vision navale et son ambition de défier les flottes alliées ont marqué un chapitre crucial dans l'histoire de la guerre maritime moderne. Avant de prendre la mer, renforcez notre équipage en laissant un like et en vous abonnant à Stratégos. Grâce à votre soutien, nous naviguerons vers de nouvelles histoires de leadership et de stratégie. Hissez les voiles, car l'histoire d'Eric Raeder commence maintenant. Première partie. Enfance, jeunesse et Première Guerre mondiale. Erich Johann Albert Raeder est né le 24 avril 1876 à Wandsbek, une petite localité proche de Hambourg, en Allemagne. Sa famille appartenait à la classe moyenne allemande, mais elle était connue pour son éthique de travail rigoureuse et sa discipline. Son père, professeur, était une figure sévère mais juste, qui inculqua à Eric l'importance de l'éducation et de l'obéissance à l'autorité. Dès son plus jeune âge, Eric montra un intérêt peu commun pour la mer. Alors que d'autres rêvaient d'aventures sur terre, lui était fasciné par les récits des explorateurs et par la majesté des voiliers qui arrivaient dans le port de Hambourg. La proximité du plus grand port d'Allemagne lui permit d'observer de près la puissance de la marine marchande et militaire. Hambourg était un carrefour du commerce mondial, et pour le jeune Raeder, chaque navire accostant à ses quais était un symbole de la grandeur que l'Allemagne pouvait atteindre sur la scène internationale. À l'école, Eric se distingua comme un élève studieux, notamment en mathématiques et en géographie, des compétences qui lui seraient précieuses en tant qu'officier de marine. Bien qu'il ne fût pas particulièrement charismatique, il était respecté par ses camarades pour son sérieux et son dévouement. Pour Raeder, rejoindre la Kaiserliche Marine n'était pas seulement un choix professionnel, mais un appel au service d'une Allemagne aspirant à devenir une puissance mondiale. Dès ses premiers jours en tant que cadet, il se révéla être un officier exemplaire, discipliné, méticuleux et profondément attaché à la doctrine navale. Lors de sa formation, Raeder étudia la navigation, l'artillerie et la stratégie maritime, excellant dans chaque domaine. Il fut affecté à des navires de guerre modernes, tels que des croiseurs cuirassés, qui représentaient le summum de la technologie navale de l'époque. Là, il apprit non seulement les aspects techniques du commandement d'un navire, mais aussi l'importance du moral des équipages et de la logistique dans les opérations prolongées. Ses supérieurs remarquèrent rapidement son potentiel et le recommandèrent pour suivre le cours d'état-major, une formation réservée aux meilleurs éléments de la marine. Ce programme lui permit de développer une vision stratégique plus large, le préparant à assumer de plus grandes responsabilités. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata en 1914, Raeder était déjà un officier bien établi au sein de la Kaiserliche Marine. Il fut affecté en tant qu'officier d'état-major sous le commandement du légendaire amiral Franz von Hipper, qui dirigeait la flotte des croiseurs de bataille allemands. Dans ce rôle, Raeder eut l'opportunité de se retrouver au cœur de certaines des opérations navales les plus importantes du conflit. Bien que l'Allemagne ne possédât pas une flotte capable d'égaler numériquement la Royal Navy, ses commandants, y compris Raeder, adoptèrent des tactiques innovantes pour maximiser leur impact. L'un des événements les plus marquants de sa carrière fut la bataille du Jutland en 1916, la plus grande bataille navale de la Première Guerre mondiale. Lors de cet affrontement, la flotte allemande affronta directement la Grand Fleet britannique, dans une bataille qui entraîna la perte de dizaines de navires et de milliers de vies. Raeder était alors à bord du navire amiral de von Hipper, le SMS Lützow. Bien que la bataille n'ait pas été décisive, elle prouva que l'Allemagne pouvait rivaliser avec une force supérieure. Raeder retint plusieurs leçons de Jutland, l'importance de la coordination stratégique et la nécessité de combiner des tactiques offensives avec de la prudence. Pendant la guerre, Raeder développa également une vision stratégique axée sur une guerre navale offensive. Il était convaincu que la marine allemande devait adopter une posture plus agressive pour contrer le blocus britannique, qui étranglait l'économie allemande.
Cette approche entrait en conflit avec les opinions plus conservatrices de certains amiraux, mais elle définissait déjà Raeder comme un penseur indépendant. En dehors de Jutland, Raeder participa à plusieurs opérations stratégiquement importantes, notamment des incursions en mer du Nord et un soutien aux sous-marins allemands dans leur guerre d'usure contre le commerce britannique. Lorsque l'Allemagne signa l'armistice en 1918, Raeder, comme beaucoup de ses collègues, fut dévasté. Non seulement la guerre s'achevait sur une défaite, mais la flotte allemande, qu'il avait contribué à renforcer et à diriger, était démantelée dans le cadre des conditions de paix imposées. La reddition de la flotte allemande à Scapa-Flow fut un coup dur pour Raeder. Pendant des années, il avait travaillé sans relâche pour faire de la Kaiserliche Marine une force redoutée et respectée, et il la voyait désormais se désintégrer sous ses yeux. Cependant, la défaite ne brisa pas son esprit. Plutôt que de prendre sa retraite, Raeder se mit à réfléchir aux leçons de la guerre. Qu'est-ce qui avait échoué? Comment l'Allemagne pouvait-elle éviter de répéter ses erreurs à l'avenir? Ces questions allèrent le pousser à rester au sein de la marine, désormais réduite à une force symbolique sous le nom de Reichsmarine, la petite flotte que le traité de Versailles autorisait encore à l'Allemagne. Deuxième partie. L'après-guerre et la reconstruction de la Reichsmarine. Le 28 juin 1919, le traité de Versailles scella le destin de l'Allemagne après sa défaite lors de la Première Guerre mondiale. Ce traité n'imposa pas seulement de lourdes sanctions économiques et territoriales, mais il démantela également la Kaiserliche Marine, autrefois la fierté de l'Empire allemand. Pour Erich Raeder et ses collègues officiers, ce fut un choc dévastateur. La flotte allemande, symbole de l'ambition impériale, fut livrée aux Alliés. Ce qui en restait fut réduit à une force minimale. La Reichsmarine, limitée à seulement 15 000 hommes et quelques navires mineurs. Les sous-marins et les cuirassés modernes étaient strictement interdits. Raeder, qui avait connu la puissance de la marine allemande à son apogée, se retrouva face à un paysage de restrictions humiliantes. Pourtant, au lieu de se résigner, il décida de rester dans la marine, déterminé à préserver la tradition navale allemande. L'autodestruction de la flotte allemande à Scapa-Flow en 1919, où les marins sabordèrent leurs propres navires pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains des Alliés, marqua profondément Raeder. Pour lui, cet acte de défiance silencieuse représentait l'esprit indomptable qui devait guider la Reichsmarine dans les années à venir. Dans l'après-guerre, Raeder émergea comme une figure clé dans la réorganisation de la marine allemande. Il occupa d'abord des postes administratifs et de formation, travaillant sans relâche pour réorganiser la flotte restante et préparer une nouvelle génération d'officiers. Pour lui, la Reichsmarine n'était pas qu'un vestige symbolique de l'ancienne Kaiserliche Marine. C'était une graine, un noyau, qui, avec le temps, pourrait redevenir une force puissante. Sous son influence, des programmes de formation rigoureux furent mis en place, afin de maintenir le professionnalisme et la discipline de la marine allemande. L'une de ses plus grandes contributions fut de préserver le savoir stratégique et technique de l'ère impériale. À travers des exercices théoriques, des manœuvres et la modernisation des méthodes d'instruction, Raeder veilla à ce que la Reichsmarine reste prête à renaître dès que les circonstances politiques le permettraient. En 1922, Raeder fut promu capitaine de vaisseau et prit le commandement du SMS Hanover, un cuirassé de l'ancienne flotte impériale. Bien que ce navire fût un vestige d'un passé révolu, Raeder l'utilisa pour maintenir le moral des équipages et perpétuer les traditions navales. Dans les années 1920, Raeder gravit rapidement les échelons de la Reichsmarine, grâce à sa discipline, sa vision stratégique et sa capacité à manœuvrer dans l'environnement politique complexe de la République de Weimar. En 1928, il fut nommé chef du département du personnel, supervisant la sélection et la formation des futurs officiers de la marine allemande. Alors qu'il prenait des responsabilités croissantes, son objectif était clair: assurer la cohésion et le professionnalisme de la Reichsmarine, en la préparant à un avenir incertain. Mais sa tâche était ardue. Les restrictions du traité de Versailles obligeaient chaque décision à être prise avec la plus grande prudence. Sous son leadership, des innovations furent mises en place de manière discrète. De nouveaux types de navires furent conçus, respectant officiellement les limitations du traité,
mais pouvant être rapidement modifiés en cas de nécessité militaire. Cette approche pragmatique et visionnaire consolida la réputation de Raeder en tant que stratège brillant. L'un des aspects les plus délicats de sa carrière durant cette période fut sa relation avec le pouvoir politique. Sous la République de Weimar, Raeder adopta une posture de neutralité, estimant que la marine devait rester en dehors des luttes partisanes. Mais la situation politique en Allemagne était instable, et l'ascension du parti nazi dans les années 1930 changea complètement la donne. En 1933, lorsque Adolf Hitler fut nommé chancelier, il promit de restaurer la puissance militaire allemande. Pour Raeder, cela représentait une opportunité et un dilemme. Au début, Raeder se montra prudent face à Hitler. Il partageait l'ambition de reconstruire la marine, mais il se méfiait de la rhétorique extrême du régime nazi. Toutefois, lorsque Hitler annonça son intention de développer et moderniser la Reichsmarine, Raeder y vit une chance unique de réaliser ses objectifs. En privé, Raeder continua à défendre l'idée d'une marine indépendante de la politique. Mais à mesure que le régime nazi consolidait son pouvoir, cette position devint de plus en plus intenable. En 1933, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, Raeder fut nommé commandant en chef de la Reichsmarine. Ce fut un tournant décisif dans sa carrière et dans l'histoire de la marine allemande. Il avait désormais les moyens de transformer ses plans stratégiques en réalité, mais devait également naviguer dans les eaux troubles du régime nazi. Lorsqu'il prit les rênes de la Reichsmarine, Raeder avait réussi à préserver l'essence même de la marine allemande, malgré les restrictions sévères du traité de Versailles. Plus encore, il avait posé les bases de la future transformation de la Reichsmarine en Kriegsmarine, qui jouerait un rôle clé dans la Seconde Guerre mondiale. Raeder avait prouvé qu'il était bien plus qu'un simple stratège naval. C'était un architecte patient et méthodique, capable de travailler dans l'ombre pour préserver l'avenir de la marine allemande. Mais à mesure que Hitler imposait son contrôle sur tous les aspects de l'Allemagne, Raeder allait devoir faire face à des choix qui mettraient à l'épreuve sa loyauté envers la marine et son engagement envers son pays. Troisième partie, Grand Amiral et la Kriegsmarine. Lorsque Raeder prit le commandement en 1934, la Reichsmarine était encore entravée par les restrictions du traité de Versailles, mais elle se préparait déjà à renaître. Avec le soutien du régime nazi, il lança un ambitieux programme de modernisation qui allait transformer la Reichsmarine en Kriegsmarine, une force navale moderne conçue pour un conflit mondial. Sous la direction de Raeder, l'Allemagne commença la construction de grands navires de guerre, tels que les cuirassés Bismarck et Tirpitz, deux géants des mers destinés à incarner la puissance navale allemande. Mais sa vision ne se limitait pas aux navires de surface. Raeder comprenait également l'importance d'une flotte sous-marine moderne, et bien que Hitler ait initialement privilégié la construction de cuirassés, Raeder travailla en secret pour développer la force des sous-marins. Il supervisa la conception de nouveaux croiseurs, destroyers et unités plus petites, qui joueraient un rôle clé dans les opérations côtières. Son approche combinait innovation technologique et stratégie claire. Préparer la Kriegsmarine à une guerre où le Royaume-Uni serait un adversaire incontournable. Pour Raeder, la modernisation de la marine n'était pas seulement une question de puissance militaire, mais aussi de prestige national. Il savait que chaque nouveau navire lancé représentait la renaissance de l'Allemagne en tant que grande puissance maritime. L'un des projets les plus ambitieux sous son commandement fut le Plan Z, un programme destiné à faire de la Kriegsmarine une flotte capable de rivaliser avec la Royal Navy. Approuvé en 1939, ce plan prévoyait la construction de centaines de navires, dont des cuirassés, des porte-avions et des sous-marins. Le plan Z était monumental, mais aussi risqué. Raeder souhaitait bâtir une flotte de surface suffisamment puissante pour affronter la Grande-Bretagne en haute mer. Le projet incluait les cuirassés de classe H, encore plus grands que le Bismarck, ainsi qu'une série de porte-avions qui ne furent jamais achevés. Cependant, le plan Z avait ses opposants. Certains officiers navals et responsables politiques, comme Karl Dönitz, défendaient l'idée que les sous-marins étaient la clé pour vaincre le Royaume-Uni, en coupant ses routes d'approvisionnement dans l'Atlantique. Bien que Raeder soutint l'utilisation des sous-marins, il privilégiait une stratégie équilibrée,
combinant navires de surface et submersibles. Mais la Seconde Guerre mondiale éclata avant que le plan Z ne puisse être achevé, laissant la Kriegsmarine dans une position vulnérable face à la Royal Navy. Raeder avait rêvé d'une flotte capable de dominer les océans, mais la réalité de la guerre brisa cet espoir. Toutefois, cela ne l'empêcha pas de démontrer ses talents stratégiques durant les premières années du conflit. Lorsque la guerre éclata en 1939, la Kriegsmarine était loin d'être la force que Raeder avait imaginée. Malgré cela, elle réussit à obtenir quelques succès notables, notamment lors de l'opération Weserübung, l'invasion de la Norvège et du Danemark en 1940. L'invasion de la Norvège fut un coup de maître de Raeder. Conscient de l'importance stratégique des fjords norvégiens pour le contrôle de l'Atlantique Nord, il planifia une opération audacieuse visant à s'emparer de ces territoires avant que les Alliés ne puissent réagir. Bien que l'opération ait coûté la perte de plusieurs navires importants, comme le croiseur lourd Blücher, le succès global assura la domination allemande dans la région. La Kriegsmarine joua également un rôle clé dans la campagne du Danemark, garantissant un accès crucial à la mer du Nord et consolidant une base stratégique pour les opérations futures. Ces victoires renforcèrent non seulement la position de l'Allemagne en Europe, mais démontrèrent aussi l'habileté tactique de Raeder, ainsi que sa capacité à optimiser les ressources limitées de la Kriegsmarine. Cependant, malgré ses premiers succès, la guerre dans l'Atlantique s'avéra être un défi insurmontable pour Raeder. La Royal Navy, avec une flotte bien plus grande et mieux équipée, dominait les mers. De plus, la Kriegsmarine faisait face à d'énormes difficultés logistiques et stratégiques. Raeder savait que la Kriegsmarine n'était pas prête pour une guerre prolongée contre la Grande-Bretagne. Les sous-marins de Dönitz remportèrent des victoires majeures lors de la bataille de l'Atlantique, mais les navires de surface, tels que le Bismarck et le Scharnhorst, rencontrèrent d'énormes obstacles. Le coup le plus dur pour Raeder fut le naufrage du Bismarck en 1941. Ce cuirassé, qui symbolisait la puissance de la Kriegsmarine, fut coulé après une chasse épique par la Royal Navy. Pour Raeder, cette perte ne représentait pas seulement une défaite militaire, mais aussi un rappel brutal des limites de sa stratégie navale. Face à l'échec du Bismarck, Raeder commença à remettre en question son approche traditionnelle de la guerre navale. Le conflit prenait une nouvelle dimension, dominée par les sous-marins et l'aviation navale, et la Kriegsmarine peinait à s'adapter à ces changements. À mesure que la guerre avançait, la relation entre Raeder et Hitler se détériora. Au départ, Raeder avait trouvé en Hitler un allié pour reconstruire la marine, mais les priorités du Führer étaient de plus en plus orientées vers l'armée de terre et la Luftwaffe. Raeder n'était pas d'accord avec de nombreuses décisions stratégiques d'Hitler, notamment son obsession pour la guerre terrestre, au détriment des opérations navales. Ces divergences stratégiques commencèrent à affaiblir la confiance mutuelle entre les deux hommes et plantèrent les graines d'un conflit futur. En parallèle, Raeder faisait face à des critiques internes au sein de la Kriegsmarine, en particulier de la part d'officiers comme Karl Dönitz, qui estimaient que la priorité devait être donnée aux sous-marins. Ces tensions croissantes, aussi bien avec Hitler qu'au sein de son propre état-major, marquèrent le début de la fin du règne de Raeder à la tête de la Kriegsmarine. Quatrième partie, défis, rivalité et déclin. À mesure que la Seconde Guerre mondiale s'intensifiait, la relation entre Raeder et Hitler se détériora rapidement. Dès le début, des divergences stratégiques fondamentales opposaient leurs visions respectives. Raeder considérait la Kriegsmarine comme un instrument clé pour défier la suprématie navale britannique, mais Hitler, obsédé par le front de l'Est, orientait les ressources et l'attention vers l'armée de terre et la Luftwaffe. L'un des moments critiques de cette tension fut la perte du Bismarck en mai 1941. Ce cuirassé, fierté de la Kriegsmarine, fut coulé après une intense traque par la Royal Navy. Ce qui avait commencé comme une opération pleine de promesses se transforma en un échec cuisant qui affecta profondément la marine allemande et Raeder lui-même. Le naufrage du Bismarck confirma les craintes de Raeder quant au manque de soutien stratégique dont souffrait la Kriegsmarine sous le commandement nazi. Hitler, furieux du résultat, accabla la marine de critiques sévères, tandis que Raeder tentait de défendre l'importance des navires de surface
face à la montée en puissance des sous-marins. Pour Raeder, la perte du Bismarck n'était pas seulement un revers tactique, mais un symbole du fait que la Kriegsmarine combattait une guerre pour laquelle elle n'était pas préparée. Pendant ce temps, Hitler commençait à douter de son commandant naval. Alors que Raeder s'accrochait à sa vision d'une Kriegsmarine équilibrée, un autre officier naval gagnait en influence. Karl Dönitz, le commandant des forces sous-marines allemandes. Dönitz était le fervent défenseur de la stratégie de la guerre des tonnages, qui consistait à utiliser les sous-marins pour anéantir les lignes de ravitaillement alliées dans l'Atlantique. La relation entre Raeder et Dönitz était professionnelle, mais tendue. Tandis que Raeder continuait de défendre la primauté des navires de surface, Dönitz insistait sur le fait que les U-boots représentaient la seule véritable chance d'infliger une défaite décisive aux Alliés. Et plus les U-boots accumulaient les succès dans la bataille de l'Atlantique, plus Dönitz éclipsait Raeder en termes d'influence. Le contraste entre les deux hommes devint de plus en plus évident. Raeder, officier de la vieille école, voyait la marine comme une force polyvalente, composée de cuirassés, croiseurs, destroyers et sous-marins. En revanche, Dönitz, pragmatique et résolument tourné vers l'avenir, considérait que les ressources limitées de l'Allemagne devaient être concentrées sur une seule stratégie gagnante: les U-boots. Dès 1942, Dönitz avait l'oreille d'Hitler, qui admirait les succès des sous-marins dans l'Atlantique. Cela laissa Raeder dans une position de plus en plus isolée, tandis qu'il voyait son influence stratégique décliner rapidement. À mesure que la guerre avançait, les tensions entre Raeder, Hitler et Dönitz atteignirent un point critique. Les défaites navales, combinées aux critiques croissantes sur l'efficacité de la flotte de surface, érodèrent la position de Raeder en tant que commandant en chef. Lors des réunions avec Hitler, Raeder tenta de justifier ses décisions et de mettre en lumière les contraintes auxquelles la Kriegsmarine était confrontée. Mais son argumentation perdit de son poids. Hitler, frustré par les revers stratégiques et convaincu par Dönitz que les sous-marins représentaient la clé de la victoire, commença à évincer Raeder des décisions majeures. En janvier 1943, après des années de tensions et d'échecs accumulés, Raeder présenta sa démission. Bien que cette décision fût officiellement décrite comme un départ volontaire, en réalité, c'était un aveu de son manque de soutien et d'influence au sein du régime nazi. Raeder quitta le commandement avec un héritage contrasté. Il avait transformé une marine limitée par le traité de Versailles en une force moderne, mais sa stratégie basée sur les navires de surface se révéla inadaptée dans le cadre d'une guerre totale. Dönitz lui succéda immédiatement, marquant le début d'une nouvelle ère pour la Kriegsmarine, entièrement centrée sur la guerre sous-marine. Les années 1941-1943 symbolisèrent le déclin de Raeder, un leader dont la vision de la guerre navale entra en conflit avec les réalités stratégiques de la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'il ait été l'architecte principal de la Kriegsmarine, son incapacité à s'adapter aux exigences du conflit moderne, combinée à sa rivalité avec Dönitz et ses désaccords avec Hitler, scella son destin. Après sa démission, Raeder se retira dans l'anonymat, mais son héritage en tant que l'un des principaux chefs navals allemands resta sujet à débat. Certains le considèrent comme un visionnaire bloqué dans une époque qui n'était plus la sienne, tandis que d'autres le critiquent pour ne pas avoir su privilégier les stratégies réellement efficaces pour l'effort de guerre allemand. 5e partie. Procès, prison et héritage. Le 20 novembre 1945, les principaux dirigeants nazis furent traduits devant le tribunal militaire international de Nuremberg. Parmi eux se trouvait Erich Raeder, accusé d'avoir planifié une guerre d'agression et d'avoir participé à des crimes de guerre. Pour Raeder, qui s'était toujours considéré comme un officier purement militaire, le procès fut un coup dur pour son identité et son héritage. Les accusations le liaient directement à la stratégie navale du régime nazi, notamment la violation du traité de Versailles et son rôle dans l'invasion de la Norvège lors de l'opération Weserübung. Lors du procès, les procureurs l'accusèrent d'avoir travaillé en étroite collaboration avec Hitler pour renforcer la Kriegsmarine, en violation des restrictions imposées par le traité de Versailles et d'avoir planifié des attaques préventives contre des pays neutres. Parmi les faits mentionnés,
figurait également le minage de routes maritimes sans avertissement préalable, considéré comme un crime de guerre selon les lois internationales. Raeder se défendit avec fermeté. Il affirma qu'il avait simplement accompli son devoir en tant que soldat et que ses actions étaient guidées par la loyauté envers l'État et non par une idéologie politique. Selon ses propres mots, « Je n'ai jamais été membre du parti nazi. Ma mission était de construire une marine forte pour l'Allemagne, rien de plus. » Cependant, le tribunal rejeta partiellement cette défense. Il conclut que Raeder ne s'était pas contenté d'exécuter des ordres, mais qu'il avait activement participé à l'expansion militaire du Troisième Reich, ce qui le rendait coupable de conspiration pour une guerre d'agression. Le 1er octobre 1946, Erich Raeder fut condamné à la prison à perpétuité. Bien qu'il n'ait pas été condamné à mort, comme certains autres dirigeants nazis, cette décision mit un terme définitif à sa carrière, et sa réputation fut irrémédiablement ternie. Raeder commença sa peine à la prison de Spandau, aux côtés d'autres hauts responsables nazis, comme Albert Speer et Rudolf Hess. Pendant ces années d'emprisonnement, il adopta une attitude stoïque et disciplinée, fidèle à la rigueur qui avait défini sa vie en tant qu'officier naval. En prison, Raeder passa beaucoup de temps à réfléchir sur son passé et ses décisions. D'après les rapports, il gardait ses distances avec les autres prisonniers, préférant se concentrer sur l'écriture et la lecture. C'est durant cette période qu'il commença à rédiger ses mémoires, qui furent plus tard publiés sous le titre « Mein Leben », Ma vie. Dans cet ouvrage, il défendit son rôle en tant que militaire et critiqua l'ingérence politique dans les stratégies navales. Avec les années, Raeder souffrit de plusieurs problèmes de santé liés à son âge avancé. Son état physique se dégrada progressivement, ce qui entraîna des campagnes internationales, notamment en Allemagne, en faveur d'une réduction de sa peine. Ses partisans soutenaient que son rôle dans le régime nazi avait été limité et que, contrairement à d'autres dirigeants, il n'avait pas été impliqué dans les crimes les plus atroces du Troisième Reich. Finalement, en 1955, après 9 ans d'incarcération, Raeder fut libéré pour raison de santé. À 79 ans, il quitta Spandau en homme fatigué, mais résolu à préserver sa version des faits. Après sa libération, Raeder mena une vie discrète en Allemagne de l'Ouest. Il s'installa à Kiel, une ville profondément marquée par son héritage naval, où il passa ses dernières années à écrire et à recevoir d'anciens camarades. En 1957, il publia ses mémoires, Mein Leben, un récit dans lequel il tenta de réhabiliter son image en tant que chef militaire et se présenta comme un soldat qui n'avait fait qu'exécuter des ordres. Dans ce livre, Raeder affirma que sa loyauté était envers l'Allemagne et non envers Hitler, et qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait avec les ressources et les contraintes qu'il avait à disposition. Toutefois, son héritage demeura controversé. Certains historiens le considèrent comme un officier naval brillant, pris au piège d'un régime politique qu'il ne partageait pas entièrement. D'autres, en revanche, le critiquent sévèrement pour ne pas s'être opposé plus fermement à Hitler et pour avoir été complice des ambitions agressives du Troisième Reich. Raeder mourut le 6 novembre 1960, à 84 ans, à Kiel. Sa mort mit un terme à une époque pour la marine allemande, laissant derrière lui un héritage complexe, celui d'un homme qui avait contribué à bâtir l'une des marines les plus puissantes de son temps, mais dont le nom restera à jamais associé aux crimes et aux échecs du régime nazi. La vie de Erich Raeder soulève des questions profondes sur la loyauté, la responsabilité et les conséquences du service sous un régime totalitaire. Il fut un homme qui consacra sa vie à la mer et à sa nation, mais qui fut jugé non seulement pour ses actions, mais aussi pour le système auquel il avait servi. Si certains le considèrent comme un brillant stratège naval, d'autres le voient comme le symbole de l'échec d'une génération d'officiers qui n'ont pas su s'opposer à un régime destructeur. Merci d'avoir suivi cette histoire. Partagez-la avec vos amis, laissez un like, abonnez-vous et donnez-nous votre avis. À très bientôt pour d'autres récits du passé qui continuent d'influencer notre présent. Merci de votre écoute.